Bonjour, bon après-midi et bienvenue à cette session sur des services urbains d'assainissement équitable et résilient pour l'élaboration d'un programme d'action. Ce matin, nous aimerions présenter les intervenants à cette session. Je voudrais tout d'abord me présenter. Je suis modératrice de cette session. Je suis Anne Thomas, conseillère principale WASH à l'UNICEF à New York. Et ce matin, nous avons des orateurs de renom qui vont partager leur point de vue sur la résilience des services d'assainissement urbain. Nous avons le ministre d'État qui est responsable du changement climatique au Pakistan, Monsieur Zartash Goul. Nous avons également, en représentation du Népal, Sunil Kumardas, co-secrétaire au ministère de l'approvisionnement en eau. Bonjour. Tout comme Salim de la Tanzanie, qui va partager des propos ultérieurement au cours de cette session sur la situation dans son pays. Avant cela, nous aurons un groupe d'experts qui vont parler de l'assainissement en zone urbaine. Et avant cela, j'aurais voulu vous expliquer que cette session est sponsorisée par la Fondation Bill et Melinda Gates, par le Global Green Growth Institute, par l'UNICEF, l'ONU Habitat, l'Université de la Technologie de Sydney, ainsi que la Banque mondiale. Nous avons dans cette session donc des intervenants qui ont fait l'objet d'une sélection minutieuse. Ils comprennent des hauts fonctionnaires, des chercheurs, des technocrates et des décideurs politiques. Avant de poursuivre le programme, permettez-moi de vous indiquer quelques questions d'ordre administratif. Tout d'abord, vous avez accès à une interprétation anglais-français et anglais-espagnol et vice-versa. Tout cela sera effectué via l'application d'interaction à laquelle vous pouvez avoir accès. Il est important que vous mainteniez un accès visible à la session sur Passable et, et que vous ne travaillez pas sur Zoom. En tous les cas, vous pouvez poser des questions, des commentaires, indiquer des commentaires sur Passable aux intervenants. Donc, utilisez, s'il vous plaît, le chat sur Passable. Je voulais donc signaler précisément que vous effectuez les conversations sur Passable. Je voudrais également vous indiquer que nous avons des contraintes de temps pour la session. Vous allez donc de temps en temps écouter des interventions d'un de mes collègues, Bissi Agberemi, qui est spécialiste WASH, qui va intervenir de temps en temps pour fournir un appui et modérer cette session de manière ponctuelle. Autre point, j'aurais voulu vous indiquer que nous allons donc vous présenter une mise en bouche, une mise en scène avec des présentations d'experts sur l'assainissement résistant au climat, qui seront suivies d'un débat de haut niveau. Vous avez donc la boîte pour le chat sur Passable. N'hésitez pas à vous présenter avec votre nom, désignation, validation, en indiquant ce qui vous intéresse par rapport à cette session. Sans plus attendre, je voudrais que l'on démarre cette session. Je voulais prendre la parole notre intervenant, Brian Arbogast, directeur WASH à la Fondation Bill et Melinda Gates. Il va donc nous présenter son discours de bienvenue. Brian, vous avez la parole pour ces remarques préliminaires. Merci Anne. Voilà, c'est une occasion. Je voulais donc partager quelques remarques et vous dire que les services d'assainissement durable dans les pays en développement ne sont pas faciles. Vous avez donc l'ODD 6 et nous savions que dès son adoption, cela serait un défi, notamment face à l'aune plutôt du développement rapide des bidonvilles. Nous avons une hausse des émissions de CO2 au niveau mondial et nous voyons qu'il y a une exacerbation de l'impact en matière de changement climatique
Évidemment, cela a un impact sur les communautés d'où nous avons de fortes attentes. Donc, dans cette session, nous voudrions miser l'accent sur des solutions d'assainissement qui soient résilientes et qui soient sûres. Donc, pourquoi améliorer l'assainissement? En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir assurer une couverture de toute la population urbaine. Vous allez donc, Seawise fournit un cadre pour travailler sur la durabilité et la résilience qui est le deuxième accent sur lequel nous insistons. Là. Et au cours de cette session, il faut vraiment bien garantir que tous les leaders de la planète qui sont inquiétés par la résilience face au changement climatique doivent véritablement mettre l'accent sur l'assainissement. La résilience en matière d'assainissement est vraiment un pilier au niveau des villes. Et pour ce faire, il faut bien savoir en tous les cas qu'il y aura de plus en plus de soucis à l'avenir. Nous avons des scénarios en matière de changement climatique qui permettent de bien comprendre qu'il faudra mettre davantage l'accent sur l'assainissement. Nous avons des tempêtes, la hausse du niveau de la mer, la fonte des glaces, etc. Sans oublier la hausse ou l'augmentation des déficits en eau qui va augmenter la concurrence. Et puis, il y a la question de la migration associée à des chocs naturels ou à des chocs créés par l'homme. Au cours de cette session, vous allez également entendre une référence à la hausse des gaz à effet de serre et à son impact en matière d'assainissement. À ce niveau, donc, il faut vraiment bien veiller à inclure les questions d'assainissement dans toutes les discussions qui tournent autour de la résilience dans les plans nationaux d'adaptation et à tous les niveaux, à tout ce qui a trait au niveau sous-national. On peut certainement tirer des leçons de personnes qui sont des pionniers autour de cette question. En plus, les bailleurs mettent de plus en plus l'accent sur tout ce qui a trait aux bénéfices liés à l'eau, notamment à l'adaptation, à l'atténuation. Et donc, j'espère que dans cette session, vous allez bien comprendre le cadre des obligations financières, des obligations plutôt stratégiques autour de la question qui nous intéresse. Et je suis vraiment ravie que nous puissions avoir ce débat. Nous serons attentifs aux questions que vous allez nous poser. Merci et bienvenue à toutes et tous. Merci Brian. C'est une formidable introduction à la session de ce matin et effectivement nous comptons sur un magnifique panel d'intervenants ce matin. Nous avons 3 experts qui vont partager toute une série de perspectives par rapport à l'assainissement en milieu urbain. Je vais vous les présenter. Ils vont intervenir les uns après les autres. Nous allons également avoir une réponse aux questions après ces présentations. Je vais vous les présenter. Nous avons donc tout d'abord une intervention sur l'assainissement urbain résilient client en Indonésie, passer des preuves des risques et des impacts climatiques à l'action. Nous avons Freya Mills de l'Université technologique de Sydney et Maraita Listiasari de l'UNICEF Indonésie, spécialiste WASH, qui vont présenter donc leurs interventions. Et puis, nous aurons également Martin Gambril, qui est expert principal en eau et assainissement à la Banque mondiale, qui, lui, va nous parler de l'assainissement inclusif à l'échelle de la ville et du développement vert résilient et inclusif. Ensuite, nous aurons une intervention qui va se centrer sur positionner l'assainissement de sorte que l'on maximise les investissements et privilégier le financement du climat avec Nathalie André de l'Institut mondial de la croissance verte, Global Green Growth Institute. Freya Mills, vous avez la parole. Merci pour cette magnifique introduction et je vais donc présenter mes diapositives qui se basent sur une récente
enquête ou une récente étude menée par l'UTS et l'UNICEF et qui porte sur l'Indonésie. Je vais donc présenter les actions et les leçons. C'est une recherche qui parle de l'impact et de la réponse dans les communautés en matière de résilience des communautés. Elle porte sur 4 endroits situés en Indonésie. Nous aurons éventuellement quelque temps pour partager les conclusions. Néanmoins, elles sont également publiées. Tout cela a permis aux ménages de pouvoir... En fait, il y a un problème, c'est l'accès des ménages aux toilettes, leur utilisation. Et dans ce cas, 30, nous, et il y a une défécation à l'air libre lorsque les toilettes ne sont pas disponibles, ce qui mène à une augmentation du stress et de l'inconfort. L'impact étant plus aigu dans les familles où il y a des personnes handicapées, et tout cela a un impact sur le fonctionnement à tous les niveaux de la chaîne de salubrité. Les résultats donc ont mis en œuvre les interactions qui se présentent au niveau du cycle de l'eau en milieu urbain. Vous avez toute une série de problèmes et les gouvernements sont inquiets par une augmentation des problèmes liés aux pluies, etc. Dans les Il y a également des défis liés à la sécheresse et aux impacts sur la situation. Tout cela met en évidence l'importance de l'assainissement. Les communautés apportent leurs réponses et il y a plus de conscientisation par rapport à l'importance juste précisément de l'assainissement. Les gouvernements le reconnaissent également, notamment pour... et donc, il faut prendre des mesures. Il faut également des données sur les projections. Et il y a toute une série... Il y a donc des preuves sur les impacts potentiels en matière de changement climatique qui doivent susciter des mesures à prendre au niveau des gouvernements, notamment des gouvernements nationaux. Cette étude nous a également permis de comprendre, comme nous le voyons sur la diapositive suivante, de comprendre qu'il y a une simulation du dialogue au niveau national et sous-national, notamment en impliquant toute une série de groupes, et nous avons toute une série de messages qui ont été diffusés aux décideurs politiques alors que le changement climatique a son impact, notamment pour les femmes, les groupes de personnes handicapées, etc. Et il faut toute une série d'opportunités pour avoir l'accès au financement, notamment en matière de mesures d'adaptation, en développement d'investissements faibles en émissions carbone. Il y a toute une série d'activités de suivi en vue d'une mise en œuvre progressive des recommandations qui couvrent les interventions liées à l'assainissement, comme c'est reflété dans le document, notamment autour de l'ODD 6, sur lequel travaille actuellement le gouvernement. L'idée étant également de préparer des orientations pratiques sur des systèmes d'assainissement urbain résilients au climat, incluant des mesures d'adaptation et des investissements, notamment pour que le gouvernement puisse avoir accès aux fonds sur le climat. Au niveau national, nous avons d'ailleurs appuyé le gouvernement pour pouvoir garantir un meilleur travail en matière de plans dans ce domaine et de conscientisation. Et l'idée, c'est également d'améliorer les collaborations, d'élargir les collaborations au-delà des acteurs traditionnels et en impliquant d'autres acteurs qui travaillent sur le changement climatique, notamment autour de la santé publique en lien avec l'environnement. Et voilà.
Merci beaucoup. Prochaine diapositive. Nous avons donc le cadre de la Banque mondiale qui s'appelle GRID, développement vert, résilient et inclusif. C'est un portefeuille que je vais vous présenter, notamment. Donc, je vais vous expliquer ce que la banque fait par rapport à ce portefeuille intitulé GRID. Donc, l'assainissement vert et l'assainissement et le développement axé sur les questions écologiques verts vont de pair, notamment pour les écosystèmes marins et pour les eaux de surface, les eaux superficielles, et cela a un impact sur l'environnement. Donc, l'assainissement. Vous avez également la résilience, comme sur cette diapositive, avec plusieurs dimensions des chocs qui ont un impact sur les systèmes urbains d'assainissement. Vous avez les chocs naturels. Si la prochaine pandémie, avec la pandémie mondiale, nous avons également besoin de systèmes d'assainissement pour résister aux chocs, notamment à l'aune des sécheresses. Et il faut des mécanismes d'assainissement qui puissent fonctionner. Il y a déjà des systèmes d'assainissement qui existent et il faut également garantir une résilience aux chocs qui sont associés aux migrations. Et garantir qu'il y ait des services d'assainissement qui puissent traiter les problèmes liés au déplacement de population. Il y a également les chocs FCV et les chocs liés à la santé publique comme la Covid dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons donc un agenda axé sur la résilience verte et sur les émissions de CO2 où l'assainissement joue un rôle essentiel, mais c'est une question qui n'est pas tout à fait pleinement comprise. Nous avons donc développé un outil à la Banque mondiale qui couvre l'ensemble de la chaîne des services de GHS. Il y a une centralisation au niveau de l'usine de traitement, mais il faut qu'il y ait une contribution de l'ensemble de la filière. Il faut plus de données et de lobbying pour garantir que cet agenda vert puisse aller de l'avant. En matière d'inclusion, le CWIS doit miser sur l'accès à tous de ces services et dans ces lignes directrices, l'idée est que tout le monde puisse bénéficier de services d'assainissement. En matière de développement, par ailleurs, le CWIS a été couvert au cours des 2 années et couvre 13 pays avec un portefeuille de 5 milliards de dollars. Sur notre site web, vous avez donc un accès aux informations et nous avons donc commencé au départ avec la Fondation Gates et puis nous avons le J des jobs, l'idée étant de mettre l'accent sur la création d'emplois, y compris pour la fourniture des services et nous avons examiné nous avons étudié quel emploi donc pouvait être créé. En résumé, donc, l'assainissement est et devrait rester un des piliers d'un développement inclusif, vert et résilient. Et voilà, je tiens à céder la parole au prochain intervenant. Grand merci pour cette présentation. J'ai une demande des interprètes. Il est important que les intervenants parlent moins vite. Voilà, à présent vous avez donc un autre défi, c'est de garantir que vous parlez plus lentement tout en respectant le format de cette session. Voilà, moi je suis Nathalie André du Global Green Growth Institute. Merci Anne. Nous avons des bureaux dans 30 pays membres et je vais
présenter brièvement un exposé sur le positionnement en vue de l'investissement pour maximiser l'assainissement en vue de maximiser les investissements et comment privilégier le financement du climat. C'est un projet qui est développé notamment au Sénégal et qui vise à garantir un financement de telles structures. Nous savons qu'il y a un déficit de financement, notamment en matière d'assainissement, et un rapport récent de la CPI signale que il y a 13 milliards de dollars en fait que dans tous les investissements associés à l'eau et aux déchets, seuls 2% sont destinés à l'assainissement. Il nous semble que les arguments associés au changement climatique oui, qui ont été établis et acceptés par les intervenants globaux et disséminés serait intéressant pour que l'assainissement soit mieux positionné et puisse garantir un meilleur financement autour du changement climatique. Et quels sont ces arguments en faveur du climat? Mes collègues ont déjà abordé cette question précédemment. En résumé, il y a deux catégories, l'atténuation d'une part et l'adaptation d'autre part. Nous avons évidemment tous les déchets qui ne sont pas traités. Et le financement du climat peut appuyer des infrastructures, notamment en matière de traitement. Si l'on pense à la réduction des traitements par rapport, eh bien, il y a les boues fécales qui sont contenues ou qui sont déversées à l'air libre et qui ne sont pas traitées. Elles produisent effectivement des effets à gaz, des gaz à effet de serre. Et puis vous avez le financement du climat qui peut appuyer la réduction des émissions de CO2. Comme cela a été signalé précédemment, la question de l'assainissement est le principal argument qui pèse sur la hausse des températures et une hausse des températures qui mène à une hausse des inondations et des sécheresses. J'aurais voulu brièvement vous fournir un exemple concret qui porte sur le Népal et qui permet de bien comprendre les enjeux. Il y a 1,6 million de tonnes d'émissions de CO2 par année qui sont issues des boues fécales. Au Népal, le pays a récemment inclus des objectifs en matière d'émissions et je suis ravie que nous comptons ici sur le représentant du ministère de l'approvisionnement en eau de ce pays. Donc, afin de pouvoir bien capter des financements liés au changement climatique, nous avons donc misé sur toute une série de sources et vous voyez ici un aperçu qui permet de voir que l'on a tenté vraiment d'utiliser la meilleure méthodologie, la méthodologie la plus judicieuse et je vais, vu les contraintes de temps, arriver à ma conclusion. La question de l'adaptation est importante. Il y a de plus en plus d'inondations, il y a la fonte des glaces, il y a des modifications au niveau des précipitations, donc de la pluviosité, qui ont un impact. Merci Nathalie, merci à tous les intervenants d'avoir bien respecté les contraintes de temps. Excellence. Vous avez entendu un message très clair par rapport aux besoins de preuves, par rapport aux besoins d'assainissement pour que les décideurs politiques puissent évaluer toutes les options et prendre des mesures dans la mesure où elles sont et garantir qu'elles puissent être mises en œuvre. Vous avez également
écouté une référence au besoin d'un changement de paradigme, une référence à l'inclusion, une référence à l'assainissement, une référence au besoin de cohésion et de toute une série d'arguments sur lesquels il y ait un consensus pour bien se positionner par rapport au cadre qui est disponible aujourd'hui en matière d'assainissement. Je tiens donc à remercier euh, les participants. Les participants qui sont invités à répondre aux questions. Je vais vérifier le sondage ou les questions, bien m'assurer notamment qu'il n'y a pas d'autres questions de dernière minute. Je voudrais donc m'adresser de nouveau aux intervenants. Nous savons également qu'il y a dans les prochaines minutes un panel de haut niveau, une table ronde de haut niveau qui va vraiment aborder la question du comment mettre en œuvre tout cela au niveau national. Les intervenants ont donc une dernière chance, une dernière opportunité pour intervenir et pour euh, donner en quelque sorte quelques éléments qui vont orienter les prochains orateurs. Donc, pourriez-vous nous donner, partager avec nous une dernière phrase qui va vraiment donner le ton au gouvernement afin qu'il développe des preuves, qu'il nous fournisse des preuves incontestables et qu'ils développent des politiques qui démontrent de manière incontestable leur efficacité. Donc, des présentations, je tirerai les leçons suivantes, y compris sur la base des preuves et des actions que nous menons aujourd'hui. Il nous semble qu'il est essentiel de créer un ensemble de preuves, de mettre à la disposition toute une série de preuves à l'attention des décideurs politiques, notamment pour la mise en œuvre de l'ODD, en particulier en matière d'accès des services d'assainissement aux groupes les plus vulnérables. En parallèle, il faut également convaincre les décideurs politiques que le changement climatique peut leur donner des opportunités, leur créer des opportunités également, notamment en matière d'accès aux ressources qui ont trait à l'adaptation et à l'atténuation. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est une magnifique recommandation. Évidemment, les preuves, les opportunités qui se présentent, notamment en matière de résilience par rapport au changement climatique et d'assainissement. Une autre recommandation à l'attention des gouvernements pour qu'ils misent sur l'inclusivité et garantent qu'il y ait un changement de paradigme. Martin, voilà, je suis pleinement d'accord avec ce qui a été signalé. La recommandation précédente est formidable et je tiens à dire très succinctement un autre point, c'est le lien avec d'autres services, avec d'autres réalités que nous rencontrons en milieu urbain. La résilience de l'assainissement doit être clairement mise en phase avec les volumes d'approvisionnement en eau, avec la cohérence des approvisionnements en eau également. Il faut articuler cette vision avec les conditions sur le terrain, avec la densité, avec la dynamique en milieu urbain, notamment tout ce qui a trait aux égouts et aux déchets solides, au traitement des déchets solides. Donc c'est important en matière de résilience et de assainissement en milieu urbain. Merci pour le partage de cette idée, l'accent sur une approche intégrée, c'est vraiment un message fondamental. Nathalie, à présent, je vais vous donner la parole. Donc, on aimerait écouter votre recommandation à l'attention des gouvernements en matière d'action, en matière de résilience et d'assainissement, de l'assainissement en milieu urbain. Néanmoins, j'aurais voulu signaler une autre question. J'aurais aimé écouter vos commentaires. Est-ce qu'il existe une étude comparative entre les émissions de CO2, l'impact des émissions de CO2 sur les systèmes d'égouts et les boues fécales? Donc, c'est-à-dire une comparaison
entre les systèmes traditionnels d'égout et le modèle d'écosystème en quelque sorte. Avez-vous quelques commentaires à partager à ce niveau? Bon, nous serions ravis de les écouter, tout comme ceux des autres intervenants. Merci. Oui, je pense en fait que l'outil développé par la Banque mondiale peut adresser différents systèmes, en particulier en prenant en compte les aspects concernant le diesel, le carburant. Je ne peux pas le dire, je pense qu'il y a différentes études qui se sont penchées sur différents systèmes, mais je ne peux pas nécessairement dire si cela est fait sur le système en question dont nous parlons. Je veux simplement dire en ce qui concerne les messages que j'ai vus de la part de nos collègues auparavant, et en fait, juste peut-être de demander que les financiers, les responsables financiers ainsi que les spécialistes climatiques puissent rejoindre notre conversation, puisque je pense qu'en tant que personne impliquée dans le secteur hydrique, nous parlons entre nous et il y a besoin qu'ils puissent intervenir pour partager avec nous aussi où nous pensons que les arguments sont solides, mais aussi pour obtenir leur perspective afin de pouvoir avoir les bons arguments en ce qui concerne la finance climatique. Et je vois qu'en travaillant avec le GCF aussi sur la finance climatique, que nous avons vraiment besoin de faire en sorte que les responsables financiers ainsi que les spécialistes puissent aussi faire partie de ces conversations aussi. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup, j'apprécie beaucoup cela. C'est-à-dire que nous avons besoin d'élargir cette discussion et de faire en sorte que d'autres parties puissent prendre part à ces discussions en ce qui concerne le secteur hydrique et l'assainissement. Oui, si je peux ajouter quelque chose très rapidement en ce qui concerne l'outil de la Banque mondiale. Notre outil fait précisément ce que cette question pose, c'est-à-dire de voir la chaîne de services dans le secteur hydrique pour la contamination, l'assainissement et les égouts et de essayer de comprendre où se déroulent les émissions directes et indirectes. Nous sommes maintenant obligés de faire cela avec notre projet de structurer où nous contribuons, mais comme Brian l'a dit dans le chat aussi, il s'avère que nous avons cela dans le chat sur Zoom. Professeur Barbara Evans de l'Université de Leeds a contribué et remercié avec l'Université de Kampala sur la contribution concernant l'assainissement en ligne sur site, en comparant cela avec les émissions à Kampala, et ils vont trouver que les émissions émises par les camions sont minimales par rapport aux gaz à effet de serre émises par chacune des structures. Et en fait, le fait de contenir ces émissions de gaz à effet de serre contiennent toutes les émissions de gaz à effet de serre de la ville. Elle a présenté des recommandations qui concernent la gestion ainsi qu'un calendrier afin de pouvoir arrêter ceci avec cette émission de méthane dans l'environnement. Donc, il y a eu cette analyse qui a été effectuée. Il y a des documents disponibles dans ce domaine aussi. OK, merci beaucoup, Martine. Nous avons deux questions supplémentaires qui nous sont parvenues et j'ai aussi un commentaire où nous souhaiterions en fait donc passer la parole à Brian pour qu'il puisse intervenir sur la question que nous avons en ce qui concerne cette étude. Donc, Brian, je vais vous passer la parole une seconde avant de prendre peut-être deux questions supplémentaires par la suite. Et ensuite, nous passerons à notre panel de haut niveau. Donc, c'est à vous, Brian. Bien, vous faites référence à l'étude entre les émissions de carbone et l'impact. Oui, bien. Donc, je pense que, en fait, nous avons adressé ce point, le fait que les émissions de gaz à effet de serre, aussi bien des composantes et des composantes de traitement. Barbara a trouvé que cela était surprenant, mais c'était en fait assez contre-intuitif à son égard et à nous tous que ces émissions étaient beaucoup plus élevées que les émissions qui provenaient soit de la composante de transport ou de la composante des égouts du système. Et des. On est sûr que... Oui, ok. Merci beaucoup, Brian, pour ces points supplémentaires. J'ai bien peur que nous soyons maintenant à court de temps pour notre question-réponse pour ce panel, mais nous aurons du temps disponible lorsque nous aurons notre deuxième panel. J'aimerais donc vous encourager à continuer à poser des questions dans le chat maintenant. Et chers intervenants, n'hésitez pas à intervenir aussi, puisque certaines de ces commentaires proviennent de bonnes réflexions et de bons commentaires dans le chat maintenant. Donc, sans plus attendre, je souhaiterais maintenant
passer à notre discussion de panel de haut niveau qui sont des praticiens, des décisionnaires politiques, des responsables gouvernementaux qui nous ont rejoints ce matin. Nous sommes absolument très reconnaissants pour leur présence parmi nous ce matin et à nouveau, je souhaiterais donc les présenter. Et je vais donner à chacun de membres de ce panel de présenter leurs remarques d'introduction et aussi de refléter sur ce que nous venons d'entendre dans la première partie de notre session. Donc, tout d'abord, nous avons le ministre d'État sur le changement climatique du Pakistan, Madame Zarta Gul, qui nous a rejoint ce matin. Nous sommes très reconnaissantes pour le fait qu'elle puisse avoir le temps de nous rejoindre ce matin, avec notamment le travail fantastique qui se déroule au Pakistan. Ensuite, nous avons Sunil Kumar Das, qui est le secrétaire adjoint du ministère de l'approvisionnement en eau au Népal. Et troisièmement, nous avons l'ingénieur Salim Losindilo, qui est responsable technique de l'autorité de l'eau et de l'assainissement de Mwanza. Donc, nous sommes très reconnaissants d'avoir un panel et une table ronde avec des invités si distingués ce matin parmi nous, qui vont nous donner des aperçus quant à comment cela fonctionne en pratique au niveau de leurs pays respectifs. Et donc, sans plus attendre, j'aimerais me tourner vers notre membre de notre table ronde du Pakistan et demander à son honorable Madame Sartaj Gul la question suivante. Comment est-ce que le Pakistan mobilise un soutien politique et un environnement favorable pour un assainissement sûr et résilient au changement climatique dans les villes? Oh, ok. Désolé, je viens de me rendre compte que son honorable ministre se trouve dans une zone avec une connexion Internet très faible et nous rejoindra à travers un message vidéo. Donc, si je peux demander à Gerald de passer ce message préenregistré pour nous. Merci. Bonjour, je suis remercier tous les organisateurs pour de se concentrer sur le sujet important des services d'assainissement urbain équitable et résilient et de me donner l'occasion de partager mes expériences du Pakistan. En ce qui concerne la mobilisation du soutien politique et l'environnement favorable, je tiens à vous informer que je suis un membre élu de l'Assemblée nationale d'un district rural appelé le Dera Ghazi Khan, qui est très éloigné, sujet aux catastrophes naturelles comme les inondations, etc. Je suis également ministre d'État au changement climatique. Vous pouvez maintenant facilement comprendre pourquoi ce sujet me tient à cœur. Nous avons beaucoup de chance au Pakistan car la volonté politique s'inspire du leadership visionnaire de notre Premier ministre, M. Imran Khan, et il a mobilisé toutes les institutions et les dirigeants politiques au niveau national et provincial. Notre Premier ministre a une vision d'investissement dans le développement humain et c'est pourquoi il est si déterminé à investir dans des initiatives vertes telles que 10 Billion Trees Tsunamis et Clean Green Pakistan. C'est aussi la raison de notre solide relation de travail avec l'UNICEF, notre programme conjoint Clean Green Pakistan Index, donc l'indice du Pakistan vert propre. C'est une réussite pour la création d'un environnement propice à un assainissement urbain équitable et résilient au changement climatique et j'aimerais le partager brièvement avec vous. Grâce à l'indice Clean Green Pakistan pour les villes, nous avons développé une saine concurrence sur 54 indicateurs de performance clés, dont 10 sur l'assainissement urbain parmi les gouvernements municipaux pour investir davantage dans la prestation et fourniture de services de qualité comme l'assainissement et l'augmentation de la couverture, tout en participant à d'autres composantes de Clean Green Pakistan, c'est-à-dire la gestion des déchets, les plantations, l'eau et l'hygiène. Les progrès rapportés sur l'ensemble des indicateurs composites nous aident à classer les villes sur la base de récompenses financières et civiles attribuées aux équipes de l'administration municipale et aux administrateurs qui sont des fonctionnaires. Cela a non seulement attiré les ressources au niveau du district vers l'assainissement urbain, mais a également créé un mouvement social avec le soutien de jeunes volley-ball volontaires appelés les Clean Green Champions, qui reçoivent également des récompenses séparément. Après
le succès dans 20 villes pilotes. Les programmes Clean Green Pakistan Index sont maintenant étendus à 100 villes au Pakistan sur les instructions du Premier ministre Imran Khan, ce qui démontre le plus haut niveau de volonté politique et d'engagement du gouvernement actuel. Nous travaillons également avec l'UNICEF pour rendre les indicateurs Clean Green Pakistan résilients au climat et centrés sur l'enfant. Nous pensons qu'au lieu des programmes verticaux dont nous ne nions pas qu'ils sont utiles et que nous continuerons à développer pour compléter les efforts des gouvernements locaux dans des situations comme la COVID-19, le vrai changement peut être apporté par les gouvernements municipaux eux-mêmes en utilisant des mécanismes de financement autochtones et innovants de manière équitable et avec le soutien de la participation des populations, en particulier des jeunes et des femmes, de façon équitable et résiliente. Ce monde équitable et résilient est un rêve et le Clean Green Pakistan Index nous aide à pouvoir y arriver ensemble. Merci à tous. Bien, donc nous souhaiterions remercier son honorable ministre du Pakistan pour avoir partagé ce message avec nous ce matin, malgré les circonstances difficiles dans lesquelles elle se trouve. Donc, merci beaucoup pour cela. Et je souhaiterais aussi maintenant mentionner que nous avons aussi un responsable supérieur du gouvernement du Pakistan, Dr. Simon, qui nous a rejoint ce matin, au cas où il y aurait des questions supplémentaires en ce qui concerne le travail excellent effectué par le Pakistan. J'aimerais aussi juste mentionner que le ministre a partagé des aperçus excellents en ce qui concerne le mouvement Green Pakistan, donc pour un Pakistan vert, en se focalisant sur les innovations au niveau du gouvernement local et les innovations qui sont vraiment les forces motrices pour cette initiative. J'aimerais maintenant passer à nos membres du panel distingués. À nouveau, nous sommes absolument ravis qu'ils soient présents avec nous ce matin. Sunil Kumar Das, Sir, le secrétaire adjoint du ministère de l'Approvisionnement en eau au Népal. Monsieur Kumar Das, nous souhaiterions vous poser la question suivante. Quelle est l'expérience du Népal dans la préparation de la mobilisation des financements pour l'assainissement urbain résilient au changement climatique et quels conseils concrets donneriez-vous à d'autres pays? Je vous passe la parole, monsieur. Merci. Namastar du Népal, tout d'abord. Tout d'abord, je remercie nos invités distingués pour les présentations excellentes avec les messages clés qu'ils nous ont présentés. C'est très utile pour nous tous, y compris pour le Népal. Donc, merci beaucoup pour ceci, pour cette invitation aussi. Nathalie, aussi en ce qui concerne donc le cas du Népal, de considérer ceci parmi vous. Donc, merci beaucoup, Nathalie, pour cette invitation. Donc, maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, le Népal, d'après notre constitution, qui est d'offrir de l'eau potable et un environnement propre, ça, c'est notre point de départ dans le secteur hydrique et de l'assainissement. Et donc, le Népal s'est fixé des objectifs clairs avec le système WASH. Par exemple, nous avons une cible initiale dans le secteur du développement pour les objectifs de développement durable et nous avons 15 plans de développement. Nous sommes la 15e année du plan de développement, donc nous avons des cibles claires et le Népal a été déclaré comme étant un pays sans défécation à l'air libre en septembre 2020, avec notamment le travail avec les gouvernements, les différents partenaires, les ONG internationales, et nous avons un grand soutien politique dans ce processus. Donc, avec ces objectifs de développement durable et ces cibles concernant les objectifs de développement durable, nous continuons avec nos efforts envers ces objectifs et avec les indicateurs appropriés. Et en ce qui concerne les objectifs et les cibles nationales concernant les eaux d'égout, avec notamment 90% des eaux usées industrielles qui sont traitées. Et donc, voilà ce que nous avons. Et
Nous avons aussi un plan maître pour notamment les responsabilités dans cet environnement, du- d'initiatives centrales aux initiatives au niveau les plus bas dans le pays. Un point important aussi que je souhaiterais dire, c'est que le fait d'établir des liens avec le changement climatique, vous savez, le Népal est un pays très vulnérable en termes de changement climatique. Donc, nous essayons de développer la résilience et donc le secteur WASH est l'un des secteurs les plus durement touchés par le changement climatique. Donc, c'est très important pour nous de savoir et de comprendre quels sont les liens entre le changement climatique, les dérèglements climatiques et le secteur de l'assainissement. Et nous souffrons notamment d'éboulements de terrain. Et donc, c'est important pour nous de comprendre ce lien. Et nous commençons à collecter des données afin d'avoir donc des preuves concrètes. Un autre point important que j'aimerais mentionner, c'est notamment en ce qui concerne le Népal, c'est le fait que nous sommes en train de quantifier les activités et les cibles en ce qui concerne des cibles d'ordre politique pour l'amélioration de l'environnement. Et donc, pour conclure, en ce qui concerne ces étapes qui sont effectuées dans notre pays où nous avons besoin de financement aussi privé dans le secteur donc du financement climatique pour soutenir ces initiatives, ce qui est d'autant plus important. Et donc, en ce qui concerne nos contributions déterminées au niveau national, nous sommes maintenant en train de préparer le document concernant nos NDC pour une résilience climatique. Et maintenant, en ce qui concerne nos apprentissages, en travaillant avec le ministère de l'Environnement, notamment, ce travail est très important en comprenant aussi le fait que le secteur de l'assainissement est lié au changement climatique. C'est très important en travaillant sur les chaînes logistiques et les chaînes de services. C'est très important aussi, notamment en considérant donc ce que nous avons à gérer. Sur ce, j'aimerais vous dire que voilà donc en gros la situation au Népal. Merci beaucoup et je serai ravi de répondre à toutes questions. Merci beaucoup, Monsieur Koumardas, des points très pertinents et le Népal est toujours à la pointe, notamment pour des avances au niveau national et maintenant les inclusions des éléments de changement climatique, c'est absolument remarquable. Et je pense que c'est un point très pertinent avec le besoin notamment d'avoir des indicateurs forts pour comprendre les systèmes d'assainissement et cela fournit une plateforme pour lier ceci à la résilience climatique. Donc je pense que je peux que nous ayons des questions supplémentaires pour vous un peu plus tard, mais tout d'abord j'aimerais donner la parole à l'ingénieur Salim Losindilo, du responsable technique de l'autorité de l'eau et de l'assainissement de Mwanza. Et Salim, j'aimerais vous demander de faire en sorte que vos commentaires prennent un peu moins de 5 minutes parce que nous sommes maintenant un peu à court de temps en arrivant vers la fin de la session. Et je veux m'assurer que nous puissions avoir la possibilité de prendre une autre question pour un autre tour de table. Donc, je suis ravi de vous donner la parole, Monsieur Salim Losindilo. OK, merci. En fait, dans la ville en Tanzanie, avec une population de 1 million de personnes, avec la ville de Mwanza et la zone est en fait couverte avec des services concernant les égouts, mais 80% ne sont pas desservis et c'est en fait notamment ce que se trouve dans les banlieues. Nous avons une ville notamment très rocheuse avec beaucoup de montagnes. Donc il y a besoin d'intervention aussi bien en ce qui concerne les questions d'assainissement parce que c'est vraiment une question essentielle. Et notre intention pour l'instant, c'est
de protéger notamment donc la santé de la population et il y a un projet en cours qui évolue bien parce que nous avons donc notamment en ce qui concerne les projets d'eau et d'assainissement et nous avons donc une proposition de servir la zone montagneuse de la ville qui comprend 80% de la ville qui n'a pas d'accès à l'assainissement. Et donc, nous avons de nouvelles technologies pour servir ces zones et c'est donc des systèmes simplifiés. Donc, sur cette zone, parce que nous avons donc à compromettre certaines des standards ou des normes, parce que c'est difficile de pouvoir servir ces zones montagneuses et en fonction de la partie de la ville, c'est très difficile en fait de pouvoir avoir accès à des réseaux d'égouts de façon conventionnelle et en plus de ceci, il y a aussi, notamment durant les fortes pluies, les possibilités que les gens puissent avoir tombé avec les pluies qui tombent des régions montagneuses vers le reste des régions. Et donc, nous avons cette priorité de pouvoir approvisionner les zones montagneuses afin de pouvoir avoir la capacité de fournir les foyers. Et à travers cela, l'équipe, avec l'équipe de projet, nous avons un projet pilote où nous avons une évolutivité à plus grande échelle de ce projet pour servir différentes zones dans la ville et nous réussissons pour le moment à les raccorder au réseau, à les connecter. Mais cependant, la ville a besoin de beaucoup d'interventions en ce qui concerne l'assainissement et aussi notamment autour du lac Victoria ainsi que les effets du changement climatique sur le lac. Donc, nous, avec ce projet, je voulais donc partager une présentation, mais peut-être je pourrais le partager après cette réunion où vous pourrez voir en fait quelle est cette question et en fait en quoi consiste notre intervention auprès du lac Victoria, comme je l'ai dit. Et en ce qui concerne ce projet, nous anticipons que nous pourrons peut-être raccorder ou connecter euh, 100 ou 500 connexions à des foyers qui seront donc connectés et raccordés. Cependant, c'est à une petite échelle parce que nous avons une population de 1 million dans la ville et uniquement 20% d'entre eux ont accès à des systèmes d'égout traditionnels. C'est la raison pour laquelle nous devons donc investir dans l'assainissement, la technologie et l'innovation afin de pouvoir s'assurer que nous puissions avoir les 80% de la zone montagneuse de la ville qui soient raccordés. À part cela, désolé d'intervenir. Désolé d'intervenir. Si vous pouvez conclure, il ne vous reste qu'une minute, s'il vous plaît. OK, merci. OK, OK. Donc, ça, c'est donc un aperçu très rapide de la situation que nous avons dans la ville de Mwanza, mais cependant, nous avons quand même besoin de beaucoup d'interventions sur l'assainissement parce que autant que l'interprète s'excuse, mais la connexion n'est pas bonne. Merci. Merci. Malheureusement, nous avons très peu de temps pour expliquer cela. Donc voilà ce que je peux vous dire en quelques minutes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Sindilo. C'était fantastique et de très bons aperçus des défis que vous avez à surmonter quant à comment atteindre les communautés et comment vous essayez de surmonter cela. Donc je pense que nous avons entendu de bonnes réflexions, des angles politiques au niveau des praticiens aussi et en ce qui concerne la mise en œuvre. Et je pense que ça a été très divers, une discussion vraiment qui est très passionnante en nous donnant beaucoup de perspectives. Il ne semble pas que nous ayons des commentaires supplémentaires ou des questions
pour les membres de notre table ronde. Mais si cependant vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à les placer sur la plateforme Passable. Mais je pense que parce qu'il ne nous reste que 5 minutes, afin d'essayer de pouvoir rassembler ces différents éléments dans un ensemble de messages clés que nous pouvons tous garder à l'esprit à la fin de cette session très riche. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue, Monsieur Graham Alabaster, qui pour le moment est le directeur en place du bureau de UN Habitat à Genève. Et donc, je souhaiterais remercier tous les membres de nos tables rondes ce matin pour nous avoir rejoints ce matin et maintenant donner la parole à Graham afin qu'il puisse clôturer cette session. Je vous passe la parole, Graham. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être présent parmi vous ce matin. Et donc, bien sûr, nous travaillons dans ce secteur avec UN Habitat depuis très longtemps dans le secteur de l'assainissement. J'ai travaillé dans ce secteur toute ma carrière. C'était une discussion très intéressante ce matin. Nous avons entendu beaucoup de bonnes idées, de bonnes propositions. Je vais juste mentionner certaines des recommandations que je vais garder à l'esprit, parler un petit peu de ce que nous devrions faire par la suite afin que ces éléments ne soient pas juste mis de côté. Donc, le premier point, je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Un des présentateurs a mentionné cela, Nathalie, c'est que nous sommes très bons à nous parler les uns avec les autres, mais pas si bons que cela à parler avec d'autres personnes qui sont hors de notre cercle. Donc, les personnes clés auxquelles nous devons adresser ces messages, comme Nathalie l'a dit, sont les financiers, les spécialistes du changement climatique. Et je vais rajouter à ceci, c'était mentionné par Martine, dans un certain sens, la communauté chargée de développement urbain, parce que sans contacter et parler avec ces autres groupes, nos efforts n'auront pas l'attention appropriée. Donc, nous devons faire cela. Afin de faire cela, nous devons préparer nos arguments et nos preuves de façon appropriée. Nous avons entendu ce matin qu'il y a beaucoup de possibilités de documenter, de quantifier beaucoup de ces éléments concernant l'atténuation, notamment pour l'atténuation et pour nous, cela, c'est très important. Et aussi en ce qui concerne le fait de se pencher sur nos publics cibles. Ce que nous devons faire, comme d'habitude, ce sont les plus pauvres qui sont laissés pour compte. Et nous ne devons pas oublier que ce sont les populations sur lesquelles on doit se focaliser énormément quant à ce que nous devons faire. D'un autre côté, nous devons équilibrer aussi les éléments économiques et les pays les plus avancés économiquement, comme les systèmes d'assainissement les plus avancés. Nous devons aussi comprendre de ces communautés donc leurs contributions et comment cela est affecté. Donc voilà où le Citywide Sanitation intervient et l'idée du grid, de la grille de Martine. C'est-à-dire que dans ce contexte urbain, nous devons nous pencher sur un développement résilient qui inclut tous les secteurs. Et quand nous parlons de cela, on ne parle pas juste du secteur de l'assainissement, on doit se pencher aussi sur le secteur hydrique, le secteur de la gestion des déchets, aussi des canalisations et beaucoup de travail que nous faisons sur notamment les eaux d'égout non domestiques et aussi, comme ça a été mentionné dans le chat, uniquement 14 pays dans le monde rapportent les charges des déchets industriels, alors que c'est le travail que nous faisons avec l'OMS. Donc, nous devons avoir ces données. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous pencher sur ces données afin d'avoir plus de détails et de considérer ces données, ensuite de voir comment produire des orientations pratiques. C'était mentionné par nos collègues de l'UNICEF, mais il y a un besoin énorme de développer ces outils d'orientation, notamment en ce qui concerne l'atténuation et l'adaptation que nous pourrions comprendre et quantifier avec la communauté la plus élargie. Et ces outils, à nouveau, ne doivent pas juste être écrits pour la communauté dans le domaine de l'assainissement, mais plutôt pour la communauté dans son ensemble afin de pouvoir atteindre les spécialistes de développement urbain ainsi que les spécialistes dans la finance climatique et bien sûr les financiers. En parlant donc de la finance, est-ce que ce n'est pas tragique en fait que malgré le fait qu'il y ait juste une petite somme d'argent dans la finance climatique qui aille à WASH. Cependant, une somme vraiment absolument ridicule, juste de 2%, en fait, va vers l'assainissement. C'est absolument tragique et nous devons vraiment faire quelque chose à cet égard. Et bien sûr, le challenge principal concernant la finance, c'est le fait que ceci puisse parvenir au niveau local. Nous avons entendu de la part de Engineer Salima en Tanzanie quant à comment des nouvelles approches pionnières, aussi bien en ce qui concerne du matériel et des logiciels pour délivrer des services d'assainissement. Mais j'aimerais savoir combien de ces sommes d'argent du gouvernement national parvient au niveau local afin de pouvoir aider donc les autorités
dans les services publics tels qu'à Mwanza de pouvoir faire ceci. Au bout du compte, la réponse ne va pas être simplement le fait de se pencher sur des initiatives menées au niveau national par les gouvernements, puisque cela doit aussi venir du niveau local. Donc, c'est très important de voir comment nous pouvons renforcer cette finance domestique au niveau domestique, aussi notamment au niveau local. L'assainissement, souvent aussi avec la gestion des déchets, des drainages, des canalisations et de ce système hydrique sont la responsabilité aussi des autorités locales et c'est la raison pour laquelle c'est un concept si important que nous devons accueillir et soutenir. Je pense que vraiment, je ne vais pas en dire plus, notamment à part le fait de vous dire quoi faire par la suite. Je vais inviter les organisateurs de cette session et tous ceux que cela intéresse de travailler ensemble sur ce partenariat. Nous avons des idées concrètes quant à ce que nous voulons faire. Nous savons que nous voulons adresser, en fait, si vous je peux le dire ainsi, ces systèmes de politique et de gouvernance pour aller au-delà des objectifs 6.2, 6.3.1 en incorporant l'ODD 11 pour les villes et les éléments financiers afin d'avoir cette approche plus holistique quant à ce que nous voulons faire. Nous voulons soutenir les gouvernements afin de pouvoir obtenir leur contribution déterminée au niveau national et inclure ces composantes parce que c'est très important. Je ne vais pas vous en dire guère plus, à part pour vous indiquer que c'est un domaine de travail absolument énorme et j'invite tous les partenaires ici présents et il ne me reste plus qu'à dire au nom de tous les organisateurs, Brian de Bill and Melinda Gates Foundation, Nathalie de Global Green Growth Institute, Martine de la Banque mondiale, Fred de l'Université de technologie de Sydney, mes collègues et mes grands collègues de l'UNICEF et MBC et aussi bien sûr de ma part et de la part de mon collègue directeur pour WASH et UN Habitat. Il ne me reste plus qu'à vous remercier à tous pour avoir rejoint cette session et nous avons hâte de rester en contact avec vous à l'avenir afin de pouvoir faire avancer cette partie incroyablement importante de l'agenda concernant le changement climatique. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir à tous.